Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment le minimalisme et la simplicité volontaire vous libèrent de l'obligation de consommer. Un des effets les plus importants du minimalisme, qu'on pourrait aussi appeler frugalité ou simplicité volontaire, soit cette tendance à ne consommer que ce dont on a réellement besoin, c'est qu'il vous libère des dictats sociaux et commerciaux qui vous ont été inculqués en réalité pratiquement depuis la naissance. En réalité, nous sommes tous soumis depuis des décennies à l'influence des publicitaires qui ont progressivement changé notre façon de penser et nous ont inculqué en fait une façon de consommer qui n'est pas du tout naturelle et qui vise simplement à enrichir les patrons de certaines grosses compagnies. Cela étant dit, je constate que suite à ces influences qui durent depuis des décennies, donc, je remarque que les influences sont devenues tellement permanentes dans la société que les gens, en fait, perpétuent eux-mêmes cette nouvelle façon de penser et cette nouvelle pression à la surconsommation, ce qui n'était probablement pas le cas il y a une centaine d'années. Cela fait que les individus reçoivent des pressions de toutes parts, non seulement par tous les réseaux sociaux, c'est une forme de pression sociale et via ces réseaux sociaux, les gens sont aussi soumis à des publicités. Il y a la télévision également qui nous influence via le comportement des acteurs qui sont filmés dans les séries et dans les films, plus les publicités que l'on visionne aussi à la télévision. Vous avez maintenant sur les réseaux sociaux des publicités cachées où les influenceurs en fait vous vantent les mérites de tel ou tel produit et montrent leurs propres habitudes de consommation qui sont parfois vraiment catastrophiques, comme vous pouvez le voir dans ces shopping hauls. Et enfin, vous avez les influences, la pression sociale qui s'exerce de voisin en voisin par les collègues de travail, etc., où en fait vous allez vous comparer aux autres et les autres vont vous juger également, vous faire des remarques ou vous pousser à consommer plus que de raison. Et donc vous voyez que les pressions en fait viennent de plusieurs directions différentes et donc c'est difficile d'y résister, ce qui fait que beaucoup de gens se sentent carrément obligés de consommer encore plus à certaines occasions. Nous voilà tous donc coincés dans ce cycle où nous nous sentons obligés de consommer. On n'a pas envie d'avoir l'air radin, on n'a pas envie d'avoir l'air marginal, on n'a pas envie que les enfants soient exclus de leur groupe d'amis, on n'a pas envie que le partenaire soit choqué de ne pas recevoir de cadeau à telle ou telle occasion. Et donc, c'est en fait comme un espèce de piège dans lequel on se débat sans comprendre qu'en fait, personne ne nous force à consommer comme ça. Il suffit juste de changer votre mentalité, de changer votre façon de penser et surtout d'accepter les jugements et les remarques de certains. Pour moi, le minimalisme a été vraiment quelque chose de révélateur, de libérateur, puisque grâce à ça, j'ai pu me défaire enfin des dictats sociaux et j'ai pu enfin décider de consommer comme je le souhaitais réellement et non comme la société souhaitait que je le fasse. Surtout que cette compétition sociale n'a aucune fin. Ça ne se termine jamais en fait. Même quand vous arrivez à avoir une plus grosse voiture, elle n'est pas encore assez grosse. Quand vous avez une belle maison, elle n'est pas encore assez belle. Et même si elle est belle, elle n'est pas encore assez grosse. Si vous avez des beaux vêtements, eh bien vous n'en avez pas assez. Vous devez augmenter leur nombre. Si vous faites des fêtes d'enfants, elles sont jamais assez luxueuses. C'est jamais assez, c'est jamais assez. Ça ne s'arrête jamais en fait. Et c'est fait pour. C'est-à-dire que c'est pensé, c'est tout un système qui est pensé pour vous faire consommer plus. Et on va dire que les autres individus qui sont dans la boîte et qui vous influencent pour faire comme eux, eh bien, je pense qu'ils ne se rendent pas toujours compte en fait de ce qu'ils font. Et voilà, donc vous êtes coincé. Je veux dire que c'est un système qui est à la base organisé comme ça, donc tout ce qui est publicité, marketing et tout ça, c'est de la pure manipulation des esprits, comme tout le monde le sait. Et ça vient de plus haut. Donc les gens qui détiennent le capital, les gens qui souhaitent faire plus de capital payent ces gens pour nous manipuler. Et ensuite, je dirais la population qui est influencée. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà sortis de la boîte, qui sont déjà capables de voir les choses comme elles sont, mais ceux qui sont encore à fond dans le système, ceux qui sont encore à fond influencés par la télé, les réseaux sociaux, etc., eh bien, ils vont s'occuper en fait de faire le reste du travail. Dans la première rubrique, on va parler de toutes ces occasions qui vous font vous sentir obligé de consommer et qui, grosso modo, vous donnent l'impression, si vous n'achetez pas à ce moment-là, que vous êtes un gros craignos, un loser, quelqu'un qui n'a aucune valeur. Vous-même pouvez déjà réfléchir un peu aux occasions auxquelles vous vous êtes senti obligé de dégainer le portefeuille et vraiment à contre-cœur et de réfléchir en fait aux raisons à cela. Pour vous aider un peu dans la réflexion, je vais vous citer une petite liste d'occasions en fait qui peuvent faire que vous vous sentez obligé de dépenser plus que de raison, de dépenser de l'argent qui n'était pas prévu dans votre budget, de dépenser des sous que vous n'avez pas, parfois d'acheter à crédit. Pour commencer, vous avez tout ce qui est anniversaire, anniversaire d'enfant, avec ces fêtes qui ne sont jamais assez grosses, jamais assez waouh, jamais assez
J'ai vécu des fêtes d'enfants où mes enfants donc étaient invités, où c'était vraiment tellement extravagant et je me suis dit: «Mais c'est vraiment juste une fête d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de payer des centaines d'euros?» Je dis bien des centaines d'euros, peut-être 400, 500 € pour organiser une fête d'enfants qui dure un après-midi, alors que les enfants s'amusent simplement avec des poupées, une balle, un bon gâteau, voilà, de quoi grignoter, des petites boissons et voilà. Moi, j'ai, organisé récemment une fête d'anniversaire où je me suis dit vraiment: «Zut, j'ai pas envie d'aller dans les grands excès». Je me suis dit: «Bah, voilà, on va faire comme quand j'étais petite, voilà, un gâteau, des boissons et voilà, des jouets et voilà, juste à la maison» et ben, les enfants se sont amusés comme des petits fous, donc voilà. Vous avez aussi des anniversaires de mariage. Alors les anniversaires de mariage, c'est vraiment à double tranchant. Je pense que là, clairement, le partenaire se sent obligé d'acheter quelque chose à l'autre. Il faut fêter ça, il faut faire une grande fête et plus on est marié depuis longtemps, plus la fête, elle est censée être grosse. J'ai vu des gens qui faisaient des noces, je ne sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, des noces, d'or, d'argent ou de diamant, je ne sais plus. Mais voilà, c'est censé être en fait, le plus waouh possible alors que bon, honnêtement, quand on dépense trop d'argent, on se sent déjà mal en fait d'être fauché après. Et je veux dire, il y a pas vraiment de d'avantage, en fait, à faire des trucs, extravagants. Quand vous avez un bébé, vous êtes censé faire une baby shower, donc vous êtes censé célébrer l'arrivée de l'enfant en faisant une grosse fête, également, si possible, un peu waouh. Au carnaval, il faut acheter des costumes pour les enfants, il faut acheter du maquillage, il faut acheter tout un tas de babioles. Vous avez la fête de l'école, donc il faut acheter le plus possible pour soutenir l'école. Après, la fête de l'école, pour être honnête, je dépense toujours sans me sentir mal parce que je sais que l'école fait ça pour récolter des fonds pour mieux fonctionner et qu'elles font ça dans le but d'avoir une meilleure éducation, une éducation un peu plus chouette pour les enfants. Donc j'ai mis ça dans la liste parce que c'est vrai que, par exemple, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pourraient aussi se sentir obligés de dépenser dans ce genre d'occasion, alors que c'est hors de leur budget. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la liste, mais je trouve ça en particulier, je trouve que c'est plutôt louable. Après, vous avez la fête des mères, la fête des pères, vous avez même des fêtes qui sont importées de l'étranger. Par exemple, Halloween, quand j'étais petite, on fêtait pas Halloween. Donc c'était pas quelque chose, c'était quelque chose qui se faisait en Amérique. OK, même, Thanksgiving, c'était la même chose. Ça se fêtait en Amérique, mais il y avait pas des rondes, en fait, dans les rues pour aller chercher des bonbons. On ne devait pas acheter un deuxième costume parce qu'en plus de ça, comme c'est bien organisé, vous avez un costume pour le carnaval et un costume pour Halloween. Donc le costume du carnaval ne convient pas pour Halloween et vice versa. Donc c'est vraiment un gros micmac et vous êtes obligé, en fait, d'acheter 2 costumes et si vous avez, 3 enfants, par exemple, eh bien, vous êtes obligé d'acheter 6 costumes par an puisque les enfants, ça grandit vite, comme vous le savez. Voilà. Parlons ensuite des mariages. Vous pouvez simplement vous marier à la commune et faire une petite fête chez vous avec de la nourriture abordable que vous avez préparée vous-même, quelque chose de normal, je veux dire. Et vous avez des gens qui s'entêtent, voilà, ils commencent leur mariage en étant déjà endettés de 10 000, 20 000 € parfois, qui font des grosses dettes, en fait, juste pour 2, 3 jours de fête, en fait. Je pense pas que ce soit un bon départ pour un mariage de commencer en étant, déjà endetté, du prix d'une voiture. Juste pour un après-midi. En plus de ça, je suis persuadée que toutes ces obligations de consommer, en fait, ça fait que quand vous êtes en plein dans la fête, peut-être vous avez moins le cœur à la fête parce que vous dites: «Ouh là, je viens de faire une grosse bêtise». Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je penserais. Je ne sais pas comment pensent les gens qui font ça, mais je trouve pas ça très logique au niveau, financier, sauf si, bien sûr, vous pouvez vous le permettre cash, si c'est dans vos cordes. Tout ce que vous pouvez vous permettre cash, bien sûr, ça veut dire que vous pouvez vous le permettre, donc libre à vous. Enfin, même l'endettement, libre à vous, je veux dire, mais je vois pas vraiment pourquoi on doit, s'endetter pour épouser quelqu'un et là encore, c'est l'effet de la pression sociale. Quand on paye beaucoup pour son mariage, enfin les gens qui font ça en général, ils font plein, plein, plein de photos, quitte à même, employer un photographe pour toute la journée et plein, plein, plein de photos, les montrer partout, sur les réseaux sociaux, aux amis et cetera, le faire savoir à tout le monde, en grande pompe et tout ça et finalement celui qui désire dépenser moins dans son mariage va passer pour un loser, pour quelqu'un qui est radin, enfin vous connaissez la chanson. Ensuite, vous avez le nouvel an. Donc là, si vous n'êtes pas un loser, vous devez absolument sortir, boire de l'alcool, dépenser un maximum à l'extérieur. Vous avez Pâques, vous avez les pendaisons de crémaillère. Donc non seulement vous êtes endetté pour vous marier, vous êtes endetté pour acheter votre maison et maintenant vous devez faire encore une grosse fête pour montrer votre nouvelle maison à tout le monde. Quel enfer en réalité. Puis après, vous avez la Saint-Nicolas, Noël et la Saint-Valentin. Donc Saint-Nicolas, le plus de cadeaux possible, le plus de sucreries possible pour les enfants.
À Noël, il faut acheter toutes les décorations, et cetera. Il faut faire de la nourriture spéciale, décorer un sapin et tout le bazar. Et enfin, la Saint-Valentin, eh bien, voilà, je connais beaucoup de couples qui ont décidé simplement de ne plus la fêter parce que, ça leur vide les poches et ça leur apporte même pas vraiment, de bonheur en tant que tel. Et ce que je n'aime pas trop dans la Saint-Valentin, c'est vraiment, à la fin, il y a une espèce de chantage, en fait. Je c'est jamais vraiment dit comme ça dans les publicités, mais c'est vraiment une espèce de chantage, en fait, où on vous fait sentir que si vous n'achetez pas ce jour-là un cadeau à l'autre personne, à votre partenaire, ça veut dire que vous n'aimez pas cette personne. Alors que ça n'a rien à voir. Peut-être que, un super cadeau, ça peut être d'être gentil avec la personne toute l'année, par exemple. Vous voyez? Même si vous achetez un cadeau le jour de la Saint-Valentin, vous pouvez aussi ne pas aimer la personne. Je veux dire, ce cadeau ne signifie absolument rien, mais le problème, c'est qu'on est soumis à une espèce de matraquage publicitaire, en fait, où on vous fait croire que si vous n'achetez pas quelque chose ce jour-là, eh bien, vous êtes, un mauvais partenaire. Dans la deuxième rubrique, on va maintenant voir pourquoi on se sent obligé de consommer à ces occasions-là. Bien souvent, le sentiment d'être obligé de dépenser, ça vient d'une certaine peur. Et en dépensant, en fait, vous essayez de combattre cette peur. Donc, vous avez peur qu'on vous prenne pour un gros radin, pour quelqu'un de pauvre, ce qui est encore pire que d'être radin. Vous avez peur d'être exclu socialement ou bien de rater une bonne occasion. Par exemple, je n'achète pas cette chose maintenant, et bien je ne la trouverai plus à ce prix ou je ne la trouverai plus du tout. Il y a la peur d'être jugé. Bah oui, quand vos voisins commencent à acheter plein de trucs qui coûtent cher et vous ne suivez pas la cadence, en fait, donc les yeux sont un peu rivés sur vous en se demandant pourquoi vous consommez pas de la même manière que les autres. Certains peuvent voir ça de manière positive, d'autres peuvent voir ça de manière négative et vous pouvez être carrément jugé, comme je dis. Vous pouvez avoir peur de manquer, donc c'est le cas par exemple pour les gens qui font des gros stocks de nourriture, qui gardent toujours plusieurs exemplaires d'un même objet. Et vous pouvez aussi avoir peur de faire de la peine à votre famille. Donc, par exemple, si, vous décidez d'acheter moins de cadeaux à vos enfants ou bien si, vous voulez acheter, moins de cadeaux, par exemple pour la Saint-Valentin ou peu importe, eh bien, vous pourriez avoir peur que cette personne soit peinée, en fait, de votre nouvelle décision. Et la suite logique, c'est que ces peurs sont souvent liées à une certaine croyance. Par exemple, si on arrête de consommer à outrance, l'économie du pays s'effondrera. Je me souviens très bien quand j'étais jeune, je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans, j'avais entendu au journal, donc c'était au journal télévisé, donc le journal que tout le monde écoutait. À l'époque, on n'était, pas encore, enfin tout le monde n'était pas sur internet puisque 8 ans, c'était les débuts, enfin quand j'avais 8 ans, c'était les débuts d'internet, donc c'était il y a une trentaine d'années à peu près. Et certains ménages commençaient à l'avoir, mais certainement pas tous les ménages, et donc tout le monde était rivé sur sa télévision. Donc pour les nouvelles, il n'y avait pas de smartphone, donc c'était soit le journal papier, soit le journal télévisé. Donc à ce journal télévisé, eh bien le présentateur disait oui, enfin il y avait eu un reportage comme ça, oui, en Belgique, les gens gardent l'argent sur leur compte en banque, ils consomment pas assez, et en fait l'économie ne tourne pas bien à cause de tous ces gens qui épargnent trop. C'était littéralement dit comme ça. Bon après, je vous dis ça avec les souvenirs d'un enfant de 8 ou 9 ans, mais clairement, c'était dit ça, donc c'était dit comme ça, je veux dire, donc il y avait un réel encouragement à sortir l'argent de vos poches, à ne pas épargner et à dépenser, sans compter. Maintenant, il y a 30 ans, c'était encore une époque où la vie était beaucoup moins chère et même, quelqu'un qui n'avait qu'un seul revenu, par exemple, pouvait faire fonctionner une famille. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Mais voilà, donc c'est une croyance qui nous a été inculquée et quand je me rappelle littéralement de ce reportage et c'est une croyance qui est même inculquée. Vous imaginez si on vous raconte ça à la population, au journal télévisé, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont réellement y croire. Une autre croyance, par exemple: si les enfants n'ont pas plein de jouets et d'objets, ils seront malheureux. En réalité, de ce que j'ai remarqué, en simplifiant ma vie, moins les enfants ont de jouets et de temps d'écran, plus ils sont créatifs, actifs et heureux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et j'avais moi aussi cette croyance. Pourquoi? Parce qu'on me l'a inculqué depuis l'enfance. Moi, je suis née dans les années 80 et donc dans les années 80, eh bien, c'était voilà le boom encore le boom de la consommation et voilà, tout le monde consommait, consommait, consommait et on nous a vraiment fait croire ça. Je sais même que même, je suis même persuadée que dans des manuels, etc., on vous disait il faut acheter des blocs, ci, ça. Vous voyez, et quand on disait des blocs, c'était genre des blocs industriels, quoi, comme si un enfant ne pouvait pas apprendre à empiler des objets en utilisant des cailloux, par exemple. Ou un enfant ne peut pas exercer sa motorique fine en utilisant des feuilles et des petites branches, par exemple. C'est totalement, ça n'a aucun sens. Maintenant, je m'en rends compte avec du recul, mais à l'époque, j'avais vraiment cette croyance. Et donc, si vous avez cette croyance que vos enfants ont besoin d'avoir plein
de bazar dans leur chambre pour être contents, eh bien, vous allez, consommer, en fait. Vous allez vous sentir obligé de consommer. Je me souviens que quand j'avais cette croyance, quand mes enfants étaient très jeunes, eh bien, moi aussi, j'achetais à contre-cœur, en fait. Ces choses, je les achetais à contre-cœur parce que j'ai jamais trop aimé le plastique et la plupart des jouets pour enfants sont en plastique. Donc j'avais essayé de contourner le problème en achetant des jouets en bois. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas tout acheter en bois et de toute façon, même les jouets en bois, j'aime pas trop ça parce qu'en général, ils sont recouverts d'une couche de peinture, en fait, qui est parfois toxique, qui les enfants mettent ça en bouche, c'est rempli de métaux lourds, enfin bref, c'est pas l'idéal non plus. Et en fait, ça faisait que me rendre malheureuse et même mes enfants, ils avaient tellement de jouets, c'était tout le temps étalé sur le sol. On les ramassait, je vous dis, des centaines de jouets à ramasser chaque jour, je devenais complètement folle. Et en fait, depuis que j'ai plus cette pression de ramasser plein de petits jouets sur le sol, eh bien, ils ont quelques jouets de bonne qualité, ils sont beaucoup plus heureux et ils ont perdu l'envie d'avoir d'objets. Donc, et ils sont beaucoup plus créatifs, beaucoup plus actifs. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième croyance. Vous avez une troisième croyance, par exemple, si je n'achète pas de cadeau à mon partenaire, il va croire que je ne l'aime pas. Et donc là, évidemment, si votre partenaire vous aime pour vous, eh bien, il veut votre attention, votre temps et votre affection. Je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai connues qui s'en fichaient complètement du matériel, qui me disaient simplement, j'aimerais simplement que mon ou ma partenaire s'arrête 5 minutes et passe du temps de qualité avec moi. Donc j'ai pas mal de gens comme ça qui se plaignent. J'ai rarement eu des gens en consultation parce que vous savez, l'avantage d'être médecin généraliste, c'est que les gens me parlent aussi de leurs petits secrets, de leur façon de penser, de ce qu'ils ressentent. Parce que bon, comme il y a le secret professionnel, évidemment, ça permet aussi de s'ouvrir plus facilement, je pense. Mais j'ai jamais eu, enfin en tout cas, je m'en souviens pas, ou alors j'ai pas fait attention, mais j'ai jamais eu, ou peut-être que c'est arrivé, mais c'était exceptionnel, des gens qui me disaient, ah, mon mari ne m'achète jamais rien ou ma femme ne m'achète jamais rien. Non. Ce que j'ai eu en consultation, les vraies plaintes que j'ai dans les cas de problèmes de couple, c'est mon mari me regarde même pas, ma femme ne me parle pas. Vous voyez, il ou elle ne fait pas attention à moi. C'était vraiment ça et c'est quelque chose qui est gratuit. Donc je pense que si vous aimez votre partenaire mais vous n'avez pas envie d'acheter de cadeaux matériels, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez aussi, par exemple, dépenser un peu d'argent pour aller passer, faire une activité, je sais pas moi, un truc, qui donnera des souvenirs plutôt que d'acheter une babiole en 10 minutes au magasin et donner ça à la personne et la personne s'en fout complètement parce qu'elle avait pas envie d'une babiole, elle avait juste envie d'un câlin, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, encore une fois, c'est une croyance qui est fausse et une quatrième croyance, que je peux donner en exemple, c'est: «Si je ne consomme pas, tout le monde va croire que je suis pauvre». Alors évidemment, quand on a un petit peu d'éducation financière, on sait que c'est une croyance qui ne tient pas la route et qui ne veut absolument rien dire puisque tout le monde sait, enfin tout le monde le sait peut-être pas, mais ceux qui ont un petit peu d'éducation financière savent que même un gars habillé comme un clochard peut être plus riche que vous. Et donc, comme le souligne Morgan Housel dans son livre La psychologie de l'argent, même si vous vous endettez jusqu'au cou pour avoir ce magnifique SUV de luxe, la grosse maison, etc., etc., les gens vont pas vous admirer, pour vous, en fait. Ils vont pas se dire: «Waouh, ce gars, il est trop balèze, ce gars, waouh, je veux être comme ce gars». Non, ils vont juste se dire: «Ah, j'aimerais bien avoir la même chose pour moi». C'est ce qu'il dit, en fait, dans son livre et donc du coup, finalement, vraiment au fond des choses, tout le monde s'en fout complètement que vous ayez l'air riche ou pauvre, en fait. Les gens pensent principalement à leur propre situation et donc, en fait, c'est là l'importance, en fait, de moins vous tracasser d'avoir l'air pauvre. L'essentiel, c'est de vous mettre en sécurité financièrement. L'essentiel, c'est que ça tourne bien dans vos finances. L'essentiel, c'est que vous réussissiez sur le long terme. C'est pas d'avoir une bonne image, parce que ceux qui ont une bonne image, il y en a qui ont des finances catastrophiques. J'ai connu des gens qui avaient une valeur nette de moins 200 000 euros, moins 300 000 euros, moins 400 000 euros. Valeur nette, hein, je veux dire. Donc, quand vous faites l'addition du patrimoine, des actifs, donc épargne, investissement, etc., et que vous soustrayez les dettes. Et donc, énormément de gens ont juste une valeur nette négative et c'est pas un service qu'on se fait à soi-même en étant dans une situation comme ça. Et donc, voilà, finalement, personnellement, avec les années, j'ai appris à consommer moins, quitte à avoir l'air plus pauvre. Donc, par exemple, au niveau de la voiture, bien que je sois médecin, j'ai toujours eu une voiture plus petite et moins luxueuse que, je sais pas moi, que même que la femme de ménage, que l'infirmière avec qui je travaille. Enfin bref, j'ai rarement vu des gens qui avaient une voiture plus pourrie que la mienne parce que j'ai roulé pendant des années avec une vieille, vieille Peugeot qui était complètement déglinguée. J'ai aussi roulé quelques années avec une Mazda, vraiment un modèle super vieux qui était aussi complètement déglingué.
Et oui, c'est vrai, je vais pas nier, les gens vous regardent de haut et vous se disent: «Ouais, celle-là, regarde, un médecin pauvre», enfin, voilà. Après, c'est pas très grave, mais je veux dire, avec les années, j'ai appris, en fait, à valoriser le fait de simplement d'avoir une voiture. Donc maintenant, la voiture que j'ai un petit peu mieux parce que je pouvais me le permettre, mais c'est quand même encore une marque pas chère, c'est quand même encore un modèle, très petit, quoi, je veux dire, donc voilà. Alors, dans la section suivante, on va parler de comment le minimalisme aide à se libérer justement de cette prison de la consommation. D'une certaine manière, le fait d'avoir un mode de vie simple, frugal et minimaliste, ça vous remet en contact avec la nature et surtout avec la vraie valeur des choses. Cela vous pousse à vous concentrer en fait sur la fonction des choses. Une voiture, c'est fait pour vous déplacer d'un point A à un point B. C'est pas censé être un signe de richesse. C'est pas l'utilité d'une voiture, la fonction. Hein, quand on se limite à la fonction elle-même, la fonction d'une voiture, c'est de se déplacer. La fonction d'une maison, c'est de s'abriter, d'avoir de la vie privée, d'avoir, voilà, de pouvoir s'abriter de la chaleur, de la pluie, du gel, c'est de pouvoir entreposer ses quelques effets personnels, c'est, de pouvoir, se laver et cetera. En plus de ça, quand vous devenez minimaliste et simple, vous vous rendez compte que vous avez un impact sur la planète et tout ce que les autres pensent, en fait, ça commence à être un petit peu secondaire. C'est plus si important que ça. Par exemple, dans le passé, j'allais souvent au fast-food et puis quand je me suis rendu compte que chaque repas provoquait la création d'une grosse montagne de déchets, ça m'a passé l'envie d'y aller. Avant ça, je ne me rendais pas nécessairement compte de mon impact. Par exemple, je me suis dit: «Bah, c'est vrai que c'est cool, de montrer son statut social. Tu peux montrer que oui, tu as les moyens d'aller manger dehors, tu as les moyens de dépenser plein de fric dans des repas, juste un repas qui est même pas nourrissant à la fin. Mais à quoi ça sert si, ça te rend fauché, si ça bousille ta santé, ça augmente la pollution et cetera?» Finalement, on se rend compte que c'est pas logique d'y aller trop souvent. En plus de ça, quand on est, minimaliste eh bien, on pense également aux effets sur la santé. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en ayant moins d'objets, en étant moins focalisé sur le matériel, on commence à être plus focalisé sur soi-même, accorder de l'importance au sommeil. J'ai commencé, par exemple, à trier mes produits, de beauté. Maintenant, j'ai plus vraiment de produits de beauté, j'ai juste de l'huile d'amande douce, du savon de Marseille, des produits naturels, en fait. Et eh bien, j'ai commencé aussi à trier. Je me suis dit: «Bah, j'ai plus envie d'être en contact avec des produits que je mets directement sur ma peau ou sur la peau de mes enfants et qui provoquent de l'inquiétude, en fait». Avant, je me souviens, j'avais plein de produits de beauté, mais à chaque fois, je me disais: c'est quand même pas trop idéal». Donc je mettais, par exemple, je sais pas, j'utilisais de l'après-shampoing avec des silicones dedans, je me disais: c'est quand même pas trop idéal». Et en fait, c'est pas cool, en fait, d'utiliser tout le temps des choses qui vous provoquent de l'inquiétude. Vous vous demandez si, ça pourrait pas provoquer du cancer ou je sais pas, ou je ne sais quelle autre maladie, si ça contient pas des perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est un peu, et donc quand vous êtes minimaliste, eh bien, avec le temps, vous avez moins, mais, vous avez mieux. Donc vous remplacez progressivement, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que font énormément de minimalistes en fait, remplacer progressivement quand les choses se terminent. Par exemple, quand un produit se termine, eh bien, au moment de racheter, comme vous devenez plus intentionnel, vous allez racheter mieux et vous allez racheter moins. Par exemple, au niveau du maquillage, j'ai fait la même chose. Donc, par le passé, j'utilisais du maquillage sans même regarder les ingrédients et puis un jour, je me suis rendu compte que, le fond de teint enfin, je m'en suis rendu compte dès le début, mais je veux dire, j'utilisais un fond de teint qui était super collant, qui était super difficile à enlever de la peau et j'avais jamais regardé les ingrédients et pour cause, les ingrédients ne sont même pas notés sur l'emballage. C'était du fond de teint pas cher comme ça et après je me suis dit: «Tiens, je suis quand même curieuse maintenant», enfin, comme j'ai commencé à être un petit peu plus, consciente de mes choix de consommation et cetera, donc j'ai cherché les ingrédients en ligne et je me suis dit: «Mais» enfin, je sais pas que je me suis dit, mais j'ai trouvé en fait des horreurs, quoi. J'ai trouvé des horreurs. Donc l'eyeliner que j'utilisais contenait du carbone black, donc c'était, un truc, potentiellement cancérigène. Après, je dis ici ça, mais il faudrait peut-être vérifier l'information. Je sais plus exactement si c'était cancérigène. Enfin bref, ça pouvait provoquer des problèmes de santé. Je veux dire ça pour rester exact. C'est pas vraiment le sujet de ce podcast, donc j'ai pas vraiment fait beaucoup de recherches sur le sujet, mais bon bref. Il y avait des ingrédients que j'avais pas envie de mettre, sur mes yeux. Voilà et dans, par exemple, mon fond de teint, le premier ingrédient, c'était un silicone. Donc c'était un fond de teint fabriqué principalement à base de silicone. Une autre raison pour laquelle vous allez vous sentir moins obligé de consommer et vous aurez en fait de moins en moins envie de consommer, c'est que quand vous désencombrez votre maison, se débarrasser des affaires, c'est oh mon Dieu, c'est tellement compliqué. Je veux dire, pour ma part, quand j'ai commencé à désencombrer, comme j'ai toujours eu tendance à acheter des trucs de pas trop mauvaise qualité, mais malgré tout, j'avais quand même des trucs qui n'étaient pas de bonne qualité. Mais je veux dire, grosso modo, la plupart des choses que j'ai éliminées de mon logement, c'était des choses qui étaient encore en état d'utilisation.
Bon, j'ai pas eu des énormes sacs poubelles, c'est vrai que j'ai dû aller 2-3 fois à la décharge pour me débarrasser, pardon, de choses qui étaient cassées de toute façon. Je les gardais chez moi, mais elles étaient cassées de toute façon, donc leur place était de toute façon à la décharge. Mais ce que je veux dire, c'est que, hem, voilà, ce que je voulais dire, c'était que c'est tellement difficile, en fait, de se débarrasser de certaines choses. Par exemple, vous avez des objets dont personne ne veut. Donc moi, j'avais des objets, par exemple, j'ai voulu les donner au magasin de seconde main, mais ils prenaient pas ce genre d'objet, par exemple. Et en fait, ça prend de toute façon, ça prend du temps, hein. Vous devez, trier, vous devez nettoyer, vous devez faire des sacs, amener ça au magasin de seconde main, au container et cetera, à la décharge parfois. Et donc quand vous vous débarrassez de plein de choses, eh bien, vous n'avez plus envie de ramener des objets dans votre vie en vous disant: «Mais non, j'ai déjà assez là maintenant. J'ai pas besoin de racheter enfin d'amener des objets en plus parce que j'ai déjà assez». Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez, aller voir mon article en fait qui parle de comment définir qu'on a assez dans la vie. Mais par exemple pour ma part, je vis en fait mon quotidien, c'est de me dire: «J'ai assez de tout en fait. J'ai besoin de rien». Juste tout ce que j'ai là maintenant, c'est des choses que j'utilise et s'il y en a une qui se casse, admettons par exemple, j'ai toujours une voiture, c'est vrai que c'est pas trop top, mais je saurais pas me débrouiller sans parce qu'il y a pas de bon transport en public là où j'habite. Mais grosso modo, donc si la voiture se casse, oui, j'en rachèterai une. Mais par exemple, je vais pas acheter une deuxième voiture, ça n'aurait aucun sens. J'ai un logement bien chauffé, j'ai de l'eau courante qui est potable, j'ai accès à de la bonne nourriture, j'ai, un peu de vêtements, j'en ai pas énormément et je mets souvent la même chose, mais ils sont suffisants pour moi. Du moment que j'en ai assez pour faire une rotation et pour être toujours propre, pour moi, c'est OK. Voilà, j'ai, de quoi me déplacer, j'ai accès à des services publics. Enfin bref, j'évolue dans la vie en me disant: «Mais j'ai assez». Enfin, cette sensation d'avoir assez, je ne l'avais pas quand j'étais, voilà, il y a quelques années. Hem C'était en fait, j'étais constamment dans un espèce de stress, financier, donc stress consommatoire qui menait à du stress financier et voilà, donc du coup, quand vous avez tout le temps assez, beh, vous êtes, vous vivez dans le contentement, donc vous avez plus cette sensation que vous êtes tout le temps à acheter des choses. Même chez les enfants, vous allez remarquer que quand vous êtes plus minimaliste et que vous achetez moins de choses, les enfants arrêtent de vouloir tout plein de choses. Je me souviens encore, il y a peut-être encore, 2 ans de ça, quand les enfants me réclamaient, plein de choses, en fait, dans le magasin et maintenant c'est plus du tout le cas. Donc cette envie d'avoir toujours plus, en fait, c'est étrange parce que plus vous en avez, plus vous en voulez et c'est vraiment, je trouve ça vraiment incroyable, parce qu'on s'attendrait plutôt au fait qu'en ayant plus, on soit plus comblé, mais en fait non. En fait, je dirais qu'on a plus jusqu'au point de pouvoir satisfaire ses besoins primaires, oui, on en voudra plus jusqu'à ce que les besoins primaires soient comblés. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir de plus en plus de superflu, eh bien, c'est là que vous allez être tout le temps frustré et tout le temps énervé, tout le temps vouloir des nouvelles choses et je pense que si vous vous arrêtez au niveau où vous avez assez, eh bien là, vous allez couper, en fait, cette obligation de consommer, vous allez sortir du cercle infernal. Pour ma part, une des choses qui m'a beaucoup aidée vis-à-vis du minimalisme, pardon, à me, débarrasser, en fait, de cette obligation de consommer, c'est aussi le fait, en faisant des recherches, en me rendant compte que, il y a tellement de produits qui sont nocifs pour vous, que la plupart des produits qu'on vous vend, et voilà, des trucs chers, des trucs pas chers, enfin bref, une majorité de produits sont gorgés, en fait, de produits toxiques et en fait, j'ai développé une espèce de sentiment de trahison ou de colère, je sais pas trop comment je pourrais l'exprimer, en fait, par rapport aux industriels, en me rendant compte qu'ils vendraient n'importe quoi juste pour se faire quelques euros. Bien sûr, je dis pas que tous les industriels sont mauvais, il y a aussi j'achète naturellement des produits, j'achète de la nourriture, j'achète, voilà, j'achète, des vêtements parfois. Enfin bref, j'achète des choses qui me sont nécessaires. Donc je ne dis pas que toutes les industries sont mauvaises, je ne dis pas que toutes les, entreprises sont aussi mauvaises les unes que les autres, mais il y a un grand nombre d'entreprises, en fait, qui fabriquent des choses qui sont juste des déchets, en fait, qui vont finir dans la poubelle dans quelques jours et ce qui me choque particulièrement, c'est justement, encore une fois, l'industrie des jouets où on vous met, en fait, des quantités phénoménales de produits qui sont carrément toxiques, en fait et je ne sais même pas comment ils passent à travers les mailles du filet, mais je vais dire cette espèce de colère vis-à-vis des industriels qui sont, parfois malhonnêtes, qui, en fait, s'en foutent complètement de votre santé, eh bien, ça m'a aidé aussi à dépasser, ce sentiment d'obligation de consommer parce que franchement, quand vous comparez, quand vous êtes informé et que vous vous rendez compte que, par exemple, acheter le dernier truc à la mode pour les enfants
qui rendra votre enfant super content, mais qui peut-être lui donnera un cancer plus tard. Je veux dire, au final, vous dites: «Beh, moi je m'en fous que mon enfant n'ait pas le jouet dernier cri, si ça veut dire que ça lui empêche d'avoir une maladie plus tard». Vous voyez ce que je veux dire? Récemment, il y a eu plusieurs vagues comme ça lancées par les réseaux sociaux. Je vais pas donner de nom, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Des espèces de jouets comme ça un peu collants que vous pouvez, malaxer avec les mains et il y a eu une grosse alerte en fait dans les médias récemment que c'était justement des choses qui contenaient des substances cancérigènes et en fait, je sais que j'ai toujours, été contre ce genre de jouets parce que voilà, j'ai quand même un minimum de connaissances, en chimie et cetera et voilà, du fait de mes études et je me suis toujours dit: «C'est bizarre en fait, ces couleurs fluo, ces odeurs bizarres, cette texture bizarre». Mettre sur la peau des enfants est plus perméable, donc j'ai toujours été très, vigilante et très, méfiante vis-à-vis de ça. Néanmoins, il y a toujours un moyen où toujours un moment où ils vont se retrouver en contact avec ces mauvais produits, enfin bref. Donc je vais un petit peu arrêter de digresser, mais donc du coup, ça m'a aidé en fait à me défaire de l'obligation de consommer parce que je trouve que c'est une question de priorité, vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je pourrais ajouter encore, c'est qu'en devenant minimaliste, vous vous rendez compte de toutes ces choses donc que je viens de nommer donc et c'est pas juste pour les jouets, donc vous vous rendez compte aussi qu'on rajoute plein de produits toxiques dans vos aliments, dans les boissons, voilà, dans les produits cosmétiques, ça j'en ai déjà parlé et en fait ça vous donne envie de voter avec vos pieds. Donc vous vous rendez compte en fait que, vous avez un impact, même à l'échelle individuelle, vous avez un impact. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais étudiante, j'étais végétalienne et à l'époque, l'offre en produits végétaliens, donc transformés, je veux dire, hein, donc les repas préparés et cetera, ou même les substituts de viande, pardon, eh bien, c'était quand même relativement limité. Je sais que je j'avais pas beaucoup de choix, c'était des lamelles de tofu ou des lamelles de tofu, enfin bref, il y avait, oui, des burgers végétariens et cetera. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a tout un rayon dans chaque supermarché qui est dédié au végétarisme et au végétalisme et ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens qui étaient végétariens et végétaliens et que chacun, à son échelle individuelle, en fait, a modifié ses habitudes de consommation. Et ce qui fait que, à la longue, en fait, les industriels se sont adaptés, en fait. Je pense tout simplement pour maintenir leur marge de croissance, enfin leur marge de profit. Et bah, finalement, ils se sont mis, en fait, ils se sont mis au pas, ils se sont adaptés, en fait, aux consommateurs. Et en fait, c'est vrai pour tout, c'est pas juste la nourriture, mais je veux dire, c'est vrai pour tout. Donc, si tout le monde arrête d'acheter un tel produit, à la longue, on arrêtera de le fabriquer. Donc, faut pas croire que juste votre influence individuelle à vous n'a aucun sens parce que vous êtes peut-être pas la seule personne qui pense comme ça. Donc, en conclusion, maintenant, à chaque fois que j'abandonne un produit, et bon, j'en ai abandonné des tonnes, des produits, mais je veux dire, je sais que tout ce que je n'achète pas, c'est quelque chose dont je n'encourage pas la production. Donc, quand je n'achète pas, par exemple, je sais pas, des produits, des plateaux préparés qui sont bourrés de substances nocives, je sais que je suis une personne de moins qui achète ça, je sais que je vais diminuer la demande en ça, même si c'est juste un paquet, je trouve que c'est déjà bien. Dans la rubrique numéro 4, on va maintenant parler à quoi ressemble la vie quand on est libre de la consommation. Bien, je vais vous dire, quand on est libre de la consommation, on peut simplement vivre. Vous pouvez marcher dans la rue, ne même plus regarder les vitrines des magasins parce que, je le dis encore une fois, quand vous savez que vous avez assez, vous n'êtes pas à la recherche en fait. Moi, je sais par exemple que quand j'ai pas besoin de quelque chose de spécifique, par exemple, j'ai assez de nourriture chez moi, si j'ai besoin de rien de spécifique, je marche. Les magasins, ça ne me dit absolument rien. Dans le passé, je pouvais passer des samedis entiers à me balader, j'allais dans les magasins. N'ayant besoin de rien, je ressortais quand même parfois avec des achats de 60 euros. Dans ces magasins pas chers, où vous dites, ah, ça c'est juste 2 euros, ok, je vais en prendre un. Ça c'est juste 3 euros, ok, je vais en prendre un. Et finalement, j'ai acheté plein de trucs dont j'avais pas besoin. Et je me sens plus en fait coupable d'avoir acheté des trucs dont j'ai pas besoin, tout en sachant que peut-être ça a été fabriqué dans un pays avec voilà, des valeurs éthiques un peu plus douteuses, avec des mauvaises conditions de travail, peut-être que ça a été fabriqué par un enfant, etc. Je m'en fous complètement parce que je l'ai pas acheté. Donc après, évidemment que j'aimerais bien avoir plus d'impact encore et aider à supprimer ces choses mauvaises que je n'aime pas. Mais au moins le fait de ne pas participer, ça vous donne un sentiment de satisfaction parce que vous passez à côté, vous n'achetez pas toutes ces choses qui ne sont pas éthiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, c'est juste génial. Ensuite, le fait de ne pas consommer beaucoup, clairement, ça va vous éloigner de certaines personnes. Moi aussi, il y a des personnes qui m'ont plus parlé parce qu'elles me trouvent trop bizarre. Oui, moi personnellement, je comprends pas pourquoi on trouve que les minimalistes et les gens qui sont simples et qui consomment juste ce dont ils ont besoin, donc finalement vous consommez juste comme les gens consommaient il y a quelques dizaines d'années. Il y a quelques dizaines d'années, tout le monde consommait comme ça. Mais maintenant, quand vous consommez de manière simple et de manière, je veux dire, terre à terre, réaliste, que vous prenez que le nécessaire, eh bien,
vous êtes le gars ou la meuf bizarre du quartier, vous êtes, celui qui a un petit peu perdu la boule. C'est fou de voir à quel point, en fait, le matraquage publicitaire et la manipulation commerciale des esprits, en fait, fait que maintenant, quand vous avez une consommation normale, moi, je pense qu'un minimaliste a une consommation normale parce qu'elle est réaliste et elle est, durable, en fait, pour la planète, tout simplement. Et c'est fou de voir à quel point cette manipulation a tellement pénétré les esprits, en fait, que maintenant, bah, vous êtes, on questionne même votre santé mentale quand, vous êtes trop minimaliste, enfin trop minimaliste ou même quand vous êtes moins minimaliste. Mais je trouve ça vraiment toujours un peu frappant de voir qu'on jette la pierre à celui qui consomme, voilà, juste la base, quelqu'un qui est modeste, je veux dire, et on jette pas la pierre à ceux qui, font des shopping hauls et qui, voilà, qui font des quantités de déchets, pas possibles, voilà, qui consomment, comme, 300 Kenyans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce que, je fais parce qu'évidemment j'arrête pas de digresser, mais bon, si vous m'écoutez, je pense que vous avez compris que je suis quelqu'un qui digresse beaucoup et j'adore parler du minimalisme, donc je suis toujours en train de de tourner en rond en racontant d'autres trucs. Mais bon, voilà, donc c'est «mon style» entre guillemets. Et donc ce que je voulais dire en fait, c'est que, oui, le minimalisme en fait quand vous devenez simple et bien, vous voilà, il y a des gens qui vont plus vous parler, hein, tout simplement. Il y a des gens, moi des fois, qui me font des remarques, quand ça arrive que des gens qui me connaissent pas encore bien, qui constatent en fait parce qu'à l'extérieur, je pense que personne peut se douter que je suis très minimaliste parce que j'arrive en voiture, OK, j'ai des vêtements normaux, je suis propre et cetera. Donc je pense pas que quelqu'un puisse se douter que je vis vraiment dans une grande simplicité chez moi. Mais voilà, quand ça m'arrive qu'il y ait des gens qui me connaissent pas super bien, donc ils sont pas proches de moi, donc ce sont pas vraiment des amis, quand ils rentrent chez moi ou quoi, je me prends des remarques ou bien on me donne des conseils, hein, on me donne des conseils. Il y a des gens qui m'envoient il y en a, 2-3 comme ça qui passent leur temps à m'envoyer des comment dire? Des je sais pas comment on appelle ça en français, on appelle des espèces d'annonces en ligne pour vendre des choses. «Tiens, regarde cette maison, peut-être c'est un truc pour toi», alors que la maison, je dois m'endetter à fond pour l'acheter et j'ai pas du tout envie de le faire. D'autres qui me posent carrément des questions: «Et pourquoi tu achètes pas ça? Et pourquoi tu achètes pas ça? Et pourquoi tu as pas ça?» Voilà, et il y en a qui sont vraiment, vraiment irrités devant mon mode de vie. Il y en a qui se foutent de moi carrément et bah, ces gens, c'est des gens qui restent pas dans ma vie parce que voilà, j'ai pas d'affinité avec. Après, j'ai appris à encaisser les remarques. Maintenant, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de remarques positives, hein. Il y a plein de gens qui sont, coincés dans le cercle de la consommation, comme je viens de le décrire juste en début de ce podcast, qui se disent: «Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre comme ça?» Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'en connais, voilà, j'ai même, comme ça une personne que je connais, elle a commencé elle-même à minimaliser parce qu'elle se dit: «Mais moi aussi j'en ai marre». Enfin, voilà, donc il y a un petit peu de tout, mais en fait, comme quand vous êtes engagé dans un mode de vie particulier, quand vous avez «le courage de vos opinions» entre guillemets, vous allez pas pouvoir plaire à tout le monde, donc vous allez avoir des réactions des gens qui sont encore plus polarisés, donc ce sera encore plus positif ou encore plus négatif. On voit les gens qui disent: «Waouh, c'est trop génial de vivre comme ça», et il y en a d'autres qui, voilà, qui sont tellement irrités, et généralement ceux qui sont irrités, c'est des gens qui sont surendettés, qui sont à fond dans le keep up with the Joneses, voilà, et ces gens-là, en fait, je les énerve, je sais pas pourquoi. Mais au final, quand vous sortez du train, moi maintenant je sais que quelqu'un qui reste quand même malgré tout avec moi alors que je suis pas une grande consommatrice, c'est une personne qui apprécie simplement ma compagnie. Je fais toujours en fait dans ma tête le parallèle avec les amitiés qu'on peut avoir entre enfants ou entre adolescents. Je sais pas quel âge vous avez, hein, vous qui m'écoutez, mais si, admettons que vous soyez adulte ou même adolescent, bah, en étant adolescent, en étant enfant, on a souvent des amitiés qui sont tellement pures parce qu'elles sont pas basées sur le matériel, en fait, et je trouve que quand on devient minimaliste à l'âge adulte, c'est un petit peu retrouver ce sens-là, en fait. C'est, quelqu'un qui accepterait, en fait, d'être en votre compagnie, même en n'allant pas dans des restaurants chers, même, sans que vous ayez une voiture de luxe. Donc c'est pour moi, c'est une espèce de tri, mais d'un autre côté, je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif parce qu'il y a des gens, en fait, qui voilà, qui ont arrêté de me fréquenter tout simplement ou que moi j'ai pas eu envie de fréquenter parce que c'est toujours des gens qui voulaient me pousser à vivre au-dessus de mes moyens, à toujours être dans le bling bling, à toujours à faire des choses que j'avais pas envie de faire, et au final, c'était des gens qui me stressaient, en fait, et je ne regrette pas de ne plus parler, avec ces personnes, et en plus de ça, on va dire, ça a diminué la pression sociale. Donc quand vous êtes plus entouré de gens qui consomment comme des fous et que vous êtes uniquement entouré de gens qui vous acceptent comme vous êtes, ça vous libère vraiment, ça vous empêche, en fait, d'être tout le temps sous tension,
dire: «Ah zut, je dois acheter ça parce que sinon, mon ami va penser ça. Oh zut, je me suis fait inviter dans tel truc, ah OK, ça c'est trop cher pour moi, mais je vais quand même le faire parce que sinon on va me prendre de haut, sinon, j'aurai plus d'amis». C'est pas chouette d'avoir des amis avec qui vous sentez que, vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête où cette personne, voilà, tu as intérêt à continuer, c'est il faut que ça tourne sinon, cette personne va plus vouloir te parler. Je trouve pas spécialement que c'est des bonnes amitiés. Vous savez, un autre point également, c'est que ça fait énormément de bien, une fois qu'on est sorti de cette obligation de consommer, ça fait énormément de bien de juste dire zut aux commerces qui font du mal aux autres, aux animaux et à la planète. J'adore maintenant passer devant des mauvais produits et ne pas les acheter. Vous savez, on a toujours l'impression qu'on est impuissant, qu'on peut rien changer et cetera. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont contre certaines choses, qui sont éco-anxieux et c'est on a du pouvoir, en fait. On a du pouvoir. Vous pouvez voter avec vos pieds et vous pouvez, en fait, changer vos habitudes de consommation pour, vous orienter vers des achats bénéfiques. Par exemple, je vais être honnête avec vous, quand j'achetais encore du maquillage super chimique, toxique, testé sur les animaux et tout, je me sentais toujours mal, en fait. Tous les matins, je me maquillais, mais je j'avais pas bonne conscience et maintenant j'achète, j'ai que 2 trucs de maquillage, en fait. Maintenant, j'ai juste du fond de teint et de l'eyeliner. Ça me permet d'avoir «l'air maquillée» entre guillemets en utilisant presque pas de produits. C'est des choses qui sont faits à base, d'huiles essentielles, d'huiles naturelles et d'oxydes, de métaux et c'est pas des trucs avec des silicones et des trucs, dérivés du pétrole, pas du tout et c'est plus respectueux des animaux. Eh bien que j'ai des maquillages maintenant, enfin que je me maquille de manière moins sophistiquée que je ne faisais avant, ça me permet de «m'apprêter» entre guillemets un petit peu le matin, mais sans avoir la culpabilité qui me voilà, qui me suit, tout le temps et ça, c'est juste un exemple. Je parle souvent du maquillage parce que je suis une femme, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être les chaussures, enfin bref, ça pourrait être n'importe quoi. Je me souviens encore quand j'étais à l'université, justement, je mettais encore c'est avant d'être végétalienne et végétarienne, je me souviens que j'étais assise au premier rang de l'amphithéâtre, en fait et le professeur d'histologie, donc l'étude de la structure des tissus, dans le corps, il nous parlait justement de ça, en fait et dans son exposé, il parlait de la dose létale 50. Donc c'est, en fait, déterminer quelle quantité de produit provoque la mort de 50 des voilà, des animaux et en fait, à ce moment-là, il expliquait que les animaux, donc c'était parfois des lapins par exemple, qu'on leur faisait manger en fait, les cosmétiques, donc le maquillage et cetera, que c'était vraiment, inhumain et tout et je pense qu'il avait vu ça même de ses propres yeux. Il était tellement choqué en fait et je me souviens encore qu'il parlait en fait de ça et il me regardait dans les yeux et il me disait: «Oui et toutes ces jeunes filles qui portent, de l'eyeliner, toutes ces jeunes filles qui portent, ces beaux maquillages et cetera eh bien, il faut savoir comment c'est fait, il faut savoir comment c'est testé» et je me souviens encore que, 2 ou 3 semaines après qu'il ait dit ça, parce qu'évidemment ça a travaillé dans mon esprit, j'ai arrêté j'ai arrêté de mettre du maquillage, complètement. Le fait d'avoir des habitudes, pardon, de consommation qui sont plus alignées avec vos valeurs et surtout de pouvoir dire zut, de pouvoir avoir encore votre libre arbitre, de dire non à certaines choses. Non, j'achèterai pas ce truc-là. Bah, vous vous sentez tellement mieux. Ça vous booste en fait, l'estime de soi, c'est juste génial et franchement, encore récemment, je me souviens d'avoir, acheté enfin je me souviens, c'était il y a pas très longtemps, mais je veux dire, j'ai acheté 2 pelotes en fait de fils d'acrylique et en fait, c'est un produit que j'achète jamais parce que je déteste les fils qui sont en synthétique parce que c'est vraiment juste une catastrophe pour l'environnement en fait, ce genre de matériaux. Donc j'achète pas ça à grande échelle, mais j'avais acheté ça en fait pendant nos vacances pour apprendre à mes enfants à faire du crochet et dans ce magasin-là, c'était un magasin, type, voilà, enfin, je vais pas dire de marque pour pas avoir de problème, mais donc c'était un magasin qui vous savez, ces magasins qui vous vendent, plein de trucs, pas chers et ils avaient pas de coton à ce moment-là. Enfin, ils avaient pas, quelque chose avec des matériaux naturels, donc j'avais acheté ça, voilà, c'était pas cher et je me suis dit: «Ouais, je vais utiliser ça». Finalement, je me suis sentie coupable d'avoir acheté ça parce que je me suis dit: «Même si c'est pas beaucoup, ça me dérange de l'avoir acheté» et finalement, ce que j'ai fait, c'est j'ai plus supporté d'avoir ça chez moi, donc j'ai été les donner au magasin de seconde main, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, les choses que vous achetez, en fait, qui sont contre vos principes, même si vous en rendez pas toujours compte, ça vous travaille, en fait, ça vous savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous que c'est pas quelque chose de bon. Vous savez au fond de vous que ça fait du mal, à la planète et justement, le fait de se débarrasser de cette obligation de consommer, bah, ça permet de se débarrasser de cette culpabilité et ça vaut de l'or. Enfin, parce que ce podcast est en train de devenir un petit peu long, je pense,
Je vais terminer avec le fait que le minimalisme, en fait, ça vous permet d'avoir des meilleures relations. Pour moi, personnellement, ça a limité le nombre de relations, mais les relations que j'ai maintenant sont de meilleure qualité et surtout, ça vous donne une plus grande sérénité et ça améliore votre santé financière. Comme vous êtes plus tout le temps, en train de faire des dépenses qui sont pas inclus dans votre budget, en fait, c'est des choses vous vous sentez pas obligé. Maintenant, très facilement, je peux dire non à mes enfants pour certaines choses. Par exemple, non pour aller au fast-food, c'est non, non, c'est une fois de temps en temps, c'est vraiment et au final, ça leur fait du bien d'y aller moins souvent puisque ce sont des choses qui sont mauvaises pour la santé de toute façon et parfois, voilà, quand je vois, tous ces petits jouets qui coûtent pas cher, mais qui sont hyper néfastes, pour l'environnement, je vois des déchets, en fait, je vois des déchets, je vois que je vais acheter un déchet. Je dis non et ça les a pas spécialement traumatisés, je pense, et donc j'ai plus, en fait, ce stress de devoir toujours, comment dire? De toujours devoir dépenser comme une folle, en fait, pour que les gens soient contents, pour que les entreprises soient contentes, pour que mes enfants soient contents, pour que mes collègues soient contents. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je pense que si vous parvenez à vous débarrasser, en fait, de l'obligation de consommer, eh bien, vous allez vraiment vous enlever une épine du pied et croyez-moi, ça vaut vraiment la peine de réduire toutes sortes de consommation parce que même si vous pensez enfin, je sais pas si vous êtes déjà minimaliste ou pas, mais si vous n'êtes pas encore minimaliste, franchement, je vous encourage à essayer parce que ça n'a pas de prix, en fait, ce sentiment de liberté, cette sérénité qui va vous envahir quand vous allez, en fait, vous sentir libre. Vous allez acheter des choses parce que vous avez vraiment envie de les acheter, mais pas parce que vous avez envie de plaire à quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qui, comme j'ai déjà dit, ça n'a pas de prix. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. C'était un petit peu long. J'espère que vous avez appris des choses ou que vous a intéressé. Évidemment, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. C'est surtout le fait de s'abonner qui va m'aider, puisque pour le moment, comme vous avez vu, je suis une chaîne qui débute, donc j'essaye de créer des contenus qui sont intéressants. Et voilà et donc si vous voulez, vous pouvez aussi, me dire ce que vous en pensez, quelle est votre expérience à vous. J'aimerais beaucoup avoir des retours. Ces derniers temps, j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de vues sur les vidéos, donc je suis vraiment contente, à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer des messages, enfin bref, allez voir mon site, voilà, j'aimerais beaucoup, échanger avec vous sur le sujet du minimalisme. Et comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, donc j'ai choisi le samedi à 17h pour poster mes prochaines vidéos. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h.